18h. Un bon lundi à l'écoute de Radio X-Files. Sans plus tarder, je laisse ma place à Monsieur Page, mais juste avant, voici la capsule de ce soir qui nous mettra dans le bain pour le sujet des ovnis de la soirée. It was the end of a century, a time when flying was still a dream. Wish me luck! But dreams did come true. And in Aurora, Texas, where the people were ready for anything, along came Aurora Encounter. Some were surprised. You still don't believe me. Well, I believe you believe. Some were bewildered. I had the great pleasure of not only playing checkers, but sharing my elixir with the little fellow that came out of that contraption. But a few figured it all out. This is ridiculous. Aurora Encounter. The difference between what is impossible and what is possible is in what you believe. He's coming! In Aurora, Texas, it became the excitement, the experience, and the encounter that was out of this world. Aurora Encounter, America's first extraterrestrial adventure. Believe it or not. Christian Page, je veux pas péter les bulles des gens ce soir, mais entre la rencontre d'Aurora et E.T., je vais choisir E.T. pour être mon ami. Je regarde les images du film de 1986, puis c'est une affaire pour faire des cauchemars. L'extraterrestre, ça a l'air quasiment d'un lutin. Là. Oui! My God! Bon, effectivement, on vient d'entendre la bande-annonce du film Aurora Encounters, qui est un film de 1986, et comme on l'a entendu dans la bande-annonce, qui s'inspire d'un événement soi-disant réel qui s'est produit dans la ville d'Aurora au Texas. On nous le présente comme la première histoire américaine de rencontre ovni. On va revenir là-dessus. Il faut savoir que le film, c'est bien d'ailleurs d'avoir introduit E.T. parce que le film, c'est vraiment un film familial, c'est un film pour enfants. Donc ce sont des enfants d'Aurora qui vont se lier avec un extraterrestre, se lier d'amitié avec un extraterrestre, qui est très très loin de l'histoire dont on va parler ce soir. Mais ce qui sépare les deux histoires, c'est un siècle pratiquement. Oui, effectivement. Et bon, mais on est un peu dans la même veine ici. Je pense qu'à l'époque aussi, E.T. était sorti à la même époque. E.T. était sorti, je crois, en 84. Et donc ça, Aurora Encounter sort en 86. Donc on capitalise un peu sur cette idée d'un film un peu familial avec des extraterrestres, tout ça. Et là, ici, on présente le film comme étant basé sur une histoire vraie. Okay. Ce qui est en partie le cas. Et c'est une histoire qui est assez amusante parce que elle revient régulièrement dans une certaine actualité sur les ovnis. Elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler le dossier des écrasements d'ovnis. On le sait, dès qu'on parle d'écrasement d'ovnis, le premier qui nous vient en tête, bien sûr, c'est l'incident de Roswell. Et un peu comme l'histoire d'Aurora, malgré qu'on a des explications, comme dans l'affaire de Roswell, c'est une histoire qui ne veut pas mourir. Hein? On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Quoique dans le cas de Aurora, ça n'a pas attiré, ça n'attire pas autant d'adeptes. Il n'y a pas un commerce qui est développé autour de la ville d'Aurora, au Texas, sur les ovnis. Contrairement à Roswell. Hein? Roswell, il faut le savoir... Je sais pas si tu y as déjà allé, si tu y as déjà été. Non. Mais faut vraiment que tu te perdes. Il y a pas personne qui passe par... Tu sais, ça arrive pas que j'ai passé mes vacances à Roswell. Ça arrive pas, ça. Si tu passes à Roswell, c'est parce que tu avais l'intention d'aller à Roswell. OK. Hein, tu y as pas... bon. Et la ville de Roswell vit un peu au rythme de cette histoire d'OVNI qui remonte à 1947, une histoire de crash d'OVNI. Et donc, écoute, même le McDonald's, on a comme brisé un peu le mot, là, parce que le McDonald's à Roswell est fait comme une soucoupe volante. Hein, oh, j'adore. On rappelle ça. Et les lumières de rue, les réverbères, par exemple, les ampoules, là, c'est un peu comme une forme un peu en forme un peu de poire, puis on mis des yeux d'extraterrestres dessus sur les terre-pleins au milieu du boulevard. C'est marqué, il y a des pancartes qui disent essentiellement pour des parkings de soucoupe volante.
Donc tu vois, on a comme beaucoup capitalisé autour de cette histoire-là. Il y a 2 musées qui est consacrés aux ovnis. Donc on voit que la ville tourne autour de cette histoire de Roswell parce que n'eût été de cet événement-là, Roswell est une ville tout à fait inconnue. C'est très éloigné. C'est au milieu de nulle part. Il y a eu longtemps une base militaire assez importante qui se trouvait à Roswell, le 509e groupe de bombardement, qui était chargé, qui était un des groupes de bombardement qui avait le mandat de pouvoir déplacer ou utiliser l'arme atomique là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en dehors de ça, c'est Demi Moore est né à Roswell aussi, disons-le. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose qui fait que Roswell est sur la map en dehors de cette histoire de soucoupe volante. Et c'est vrai qu'au fil des années, cette histoire-là a été expliquée 1001 fois par toutes sortes d'éléments qui sont relativement convaincants, même si les amateurs d'OVNI ne veulent pas y croire. On sait aujourd'hui l'explication la plus raisonnable. Mais je sais que les amateurs d'OVNI n'y adhèrent pas, mais l'histoire la plus raisonnable, parce qu'il faut savoir qu'à Roswell, il y a bel et bien quelque chose qui est tombé. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Hein. Et non seulement quelque chose est tombé à Roswell, mais c'est quelque chose que l'armée elle-même a reconnu. Hein. Au départ, on est le 8 janvier, le 8 juillet 1947, et voilà, l'armée émet un communiqué de presse en disant on a récupéré une soucoupe volante. En fait, on dit un disque volant. Et à ce moment-là, c'est un communiqué qui est émis par l'armée. Et le lendemain, on dit, ben voilà, le fameux disque volant n'était rien de plus qu'un ballon atmosphérique. Et merci, bonsoir, l'histoire est enterrée. Okay. Il faut savoir qu'en 1947, l'expression disque volant n'avait pas la même portée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on dit disque volant ou soucoupe volante ou OVNI, les gens font invariablement l'association objet volant extraterrestre. En 1947, les soucoupes volantes, comme on les appelait à l'époque, c'est un phénomène qui était relativement nouveau. Et quand on s'adressait à la population, on leur demandait s'ils avaient entendu parler des soucoupes volantes et ce qu'ils croyaient être les soucoupes volantes, le public répondait que c'était obligatoirement ou des erreurs d'interprétation ou des prototypes militaires américains ou soviétiques, mais les extraterrestres ne faisaient pas partie de l'équation. Hein. Ça peut paraître étrange quand on dit ça, mais en 1947, les extraterrestres n'existent pas. Hein, ils sont au cinéma, mais ils ne sont pas dans la pensée collective. C'est comme étranger, on pense pas à ça. C'est un peu comme si on posait aux gens, on demandait aujourd'hui aux gens, qu'est-ce que vous pensez qui pilote les soucoupes volantes ou les ovnis, puis on répondrait les nains de jardin. Tu comprends-tu? Ça fait pas partie de l'imaginaire, c'est pas là. Et en 1947, les extraterrestres n'existent pas. Donc les gens ne vont pas vers cette association. Et quand les journaux vont parler en 1947 de l'armée a récupéré un disque volant, les gens aujourd'hui, en 2023, qui lisent ce rapport-là, vont dire, ah ben voilà, l'armée reconnaît qu'elle a récupéré un engin extraterrestre. Non. Si on le remet dans le contexte de l'époque, ça voulait dire, on a récupéré quelque chose qui vole, on sait pas trop c'est quoi, puis ça pourrait être des soviétiques. C'est plutôt ça que ça voulait dire. Et puis éventuellement, on nous a annoncé que c'était un simple ballon sonde le lendemain, et il faudra attendre le milieu des années 90, donc littéralement 50 ans après, pour que l'armée, en fait, prise de toutes parts parce que c'était le 50e anniversaire de l'affaire de Roswell. Donc là, des gens ont fait pression, on a envoyé des lettres aux congressmen, puis on a dit, on veut savoir ce qui s'est passé à Roswell, et finalement, l'armée a ouvert ses livres et elle a fouillé dans ses archives pour déterrer un projet qui avait eu lieu en 1947-48 à peu près. Et l'idée était, on utilisait des ballons pour essayer d'espionner les soviétiques. C'est un type de ballon très particulier avec des équipements acoustiques. On les plaçait en haute altitude et on espérait que si les soviétiques faisaient sauter une bombe atomique, on pourrait entendre le bruit de la détonation. Évidemment, c'était pas un vulgaire ballon comme on en utilise là, quotidiennement en météo. Là. C'est un train de ballon en fait. Mais ce qui était particulier, c'est qu'on avait remplacé les réflecteurs radars. Généralement, c'était une espèce de papier d'aluminium qu'on utilisait. Et là, faut le dire, depuis 1943, la compagnie Dupont avait acheté un brevet d'une invention britannique. Et cette invention britannique, c'était le millard argenté. Le même millard à peu près que tu trouves
quand tu prends des barres tendres, par exemple, ou des barres de chocolat, hein, quand tu le développes, tu vois bien que c'est une espèce de papier d'aluminium. Ouais, c'est si ça. tu le froisses, puis tu le relâches, il va revenir à sa forme normale. Tu comprends-tu? Prends une barre tendre, par exemple, une barre Quaker, là, tu l'ouvres, mais prends l'enveloppe, là, puis plie-la, là, tu la fichonnes là, dans ta main, là. Quand tu la relâches, elle va revenir à elle va reprendre sa forme. C'est vrai. Bon, ça peut paraître... Aujourd'hui, c'est tellement quotidien de voir ça qu'on n'y pense même plus. Mais en 1947, là, c'était une nouvelle invention, ça. Là. Ça n'existait pas. Personne n'avait jamais vu ça. Et quand les Britanniques l'ont découvert, quand ils ont inventé le millard argenté, comme ça, aluminisé, en 1943, c'était plus léger que le papier d'aluminium ordinaire et ça permettait donc de mettre plus d'équipements radars sur des réflecteurs radars sur des ballons. Mais comme c'était la Deuxième Guerre mondiale, on voulait pas que ça tombe aux mains des Allemands, donc on a gardé cette invention-là secrète. En 1940, donc ça a été inventé en 1943. Lorsque cette découverte-là a été découverte finalement ça a circulé dans les milieux scientifiques, la compagnie DuPont, qui étaient les conseillers militaires pour la question atomique aux États-Unis, ont récupéré le brevet. Et ce millard aluminisé n'est devenu on a commencé à le commercialiser que dans les années 50. Mais dès 1945, DuPont, qui travaillait en association avec le gouvernement américain, ont développé ce matériel qui était beaucoup plus léger, qu'on pouvait utiliser pour des réflecteurs radars, et ça enlevait du poids sur les ballons. On pouvait donc les envoyer plus haut dans l'atmosphère. Et comme ce matériel était tout à fait nouveau, personne n'en avait jamais vu, ben, tu comprends que les premiers militaires, les militaires de Roswell, quand ils ont découvert ça, parce que probablement que c'est un ballon comme ça qui est tombé dans le désert, eux qui n'étaient pas au courant de ce nouveau matériau, ben, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont vu que c'était du papier d'aluminium, puis quand ils le prenaient dans leurs mains, puis ils le froissaient, puis ils le relâchaient, ça reprenait sa forme. Alors, eux qui avaient vu du papier d'aluminium comme toi, comme on en voit là, du papier aluminium, tu sais, alcan, foil, là. Ouais. Si tu le mets en boule, il va rester en boule, il reprendra pas sa forme. Or, eux voient ce papier d'aluminium très léger, puis quand ils le froissent, ça reprend sa forme. Évidemment, ça semble extraterrestre. On n'en a jamais vu. Et donc, c'est ce qui a créé un peu la confusion. Donc, les militaires de Roswell n'avaient jamais vu ça. Ils ont trouvé ça. Ils ont dit, hey, c'est peut-être que quelque chose qui vient des Soviétiques. Ils ont fait un communiqué. La presse s'est emparée de ça. Mais en haut lieu, quand cette histoire-là a rebondi, on s'est dit, on a vite réalisé que la base militaire voisine, la base d'Alamogordo, je dis voisine, mais des voisines de 80 km, mais la base militaire d'Alamogordo, où les essais de ces fameux ballons, qu'on appelait ballons Mogul, étaient faits, et qui étaient faits évidemment dans le plus haut secret. On s'est aperçu que les militaires de Roswell étaient en train de rendre public dans les journaux un truc hyper secret de la base d'Alamogordo, tu comprends? Fait que les militaires ont rapidement réagi, puis ont dit, ben là, faut que vous arrêtiez de parler de ça. Puis on a remplacé l'histoire du ballon par l'histoire de cette soucoupe volante ou ce disque volant par un vulgaire ballon météo. C'est souvent, c'est triste pour les amateurs de ces théories-là, pour les ovnis. C'est souvent le réflexe principal, hein, ça a été de cacher des informations sensibles de sécurité nationale. Ouais, et t'as tout à fait raison. C'est une distraction, là. Oui, et tu sais, dans le fond, les militaires le disent, oui, et on comprend aussi qu'à l'époque, les militaires qui avaient été impliqués là-dedans, on dit, oui, mais les débris de ballon qu'on a montrés, là, ou à la presse, après, 2 jours après, avec le général Remey qui dit, c'est rien qu'un ballon météo ordinaire, c'était pas exactement ça qu'on a trouvé dans le désert. Donc, on était conscient qu'il y avait eu quelque chose, il y avait eu une substitution. Mais tu as tout à fait raison. C'était des informations qui étaient excessivement sensibles pour le département de la Défense, puis on a voulu les garder secrètes. Et à partir de là, le mythe de Roswell s'est mis en place. Et des années après, des décennies plus tard, en fait, 30 ans plus tard, on a commencé à parler qu'il y avait peut-être aussi des cadavres d'extraterrestres, il y avait peut-être ceci, il y avait peut-être ça. Dans la zone 51. Puis... Donc l'histoire évolue, puis elle grandit, mais en réalité, quand on regarde, si on retourne aux événements de l'époque, en 1947, on découvre dans le désert près de Roswell des débris métalliques qui ressemblent à du papier d'aluminium qui se chiffonne. Et ça, on le reconnaît, là, les militaires l'ont reconnu. Du papier d'aluminium, on chiffonnait ça, puis ça reprenait sa forme, puis voilà.
on sait aujourd'hui que c'était très vraisemblablement de ce papier aluminisé, là, ce mylar aluminisé qui avait été développé par Dupont, lesquels d'ailleurs étaient les conseillers militaires du département de la Défense pour la question de l'armement atomique. Donc tout ça s'imbrique l'un dans l'autre et on comprend probablement ce qui s'est passé. Mais bon, les amateurs d'OVNI, c'est pas ça qui va les convaincre. On veut croire qu'on a trouvé un engin extraterrestre avec des cadavres d'extraterrestres, tout ça. Mais bref, cette histoire-là de Roswell, c'est l'histoire qui ne meurt pas, même si on a investi beaucoup de sous, parce que cette histoire-là d'enquête, là, en 1995, en fait c'est en 94, les conclusions ont été publiées en 95, mais cette enquête-là a coûté des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars aux contribuables américains, pour ouvrir une enquête vieille de 50 ans pour apprendre que finalement c'était pas un ballon, mais c'était un ballon. C'était pas un ballon comme on imaginait, mais c'était quand même un ballon pareil. Il disait fait tout ça pour répondre au questionnement d'une poignée d'individus qui eux, parce qu'en fait, on pourrait longuement en parler, mais les Américains, avec cette volonté de transparence, avec l'accès à l'information, ils se sont quelque part un peu peinturés dans le coin, si tu me permets l'expression. OK. Parce que ça permet aux citoyens de demander n'importe quelle information et les autorités doivent la charge de dire on vous rend pas public cette information-là, elle repose à eux. Donc ils doivent, si le gouvernement ne veut pas rendre public une information, il doit en passer par un juge, il doit y avoir un arbitrage, ça doit aller devant un juge. C'est assez complexe comme système. Et c'est aux autorités donc d'expliquer pour quelles raisons ils ne veulent pas rendre public un document. Et à partir du moment où que ce document-là, il est demandé par un membre du Congrès, si tu réussis à convaincre ton congressman, ton représentant de l'État, que tu vas avoir ce document-là, que lui prend position pour toi, même si c'est la demande d'un citoyen, même si ça coûte des millions de dollars pour rouvrir une enquête, on va le faire pour répondre à la demande d'un citoyen. Parce que la loi est faite ainsi. Et il y a des gens, dans le cas de cette histoire de Roswell, je pourrais longuement t'en parler, là, parce qu'il y a beaucoup de trucs de coulisses qui se sont faits, c'est trois personnes qui ont réussi à convaincre un congressman de demander une réouverture de l'enquête sur Roswell. Et ces trois personnes-là, deux d'entre elles étaient déjà impliquées dans les ovnis. C'était deux ufologues, et par hasard, un de ces deux ufologues, son épouse, était la secrétaire du congressman. Okay. Donc, en passant par sa femme, il a réussi à convaincre le congressman et on a déclenché cette enquête-là pour finalement, des mois après, réouvrir tous les cartons, réouvrir une enquête à l'échelle nationale, fouiller dans les archives pour retrouver tout ça. Ça a coûté des centaines de milliers de dollars aux contribuables américains pour répondre à la demande de deux citoyens. Là, parce que la femme, finalement, a été instrumentalisée. Là, la secrétaire, elle n'était que la porteuse de messages, elle a réussi à convaincre le congressman, mais c'était les deux ufologues qui ont fait pression là-dessus. C'est une histoire un peu épouvantable. Si tu veux mon avis, là, c'est presque une fraude intellectuelle d'avoir fait un truc comme ça. Une femme qui manipule un homme, Christian? On n'a jamais vu ça. Pas dans ce sens-là. Dans le sens, un des deux ufologues a réussi à convaincre sa femme pour qu'elle fasse pression sur le congressman. Je pense que le congressman en question, c'était un type qui s'appelait Stephen Schiff. Et je pense que Stephen Schiff, lui, en voyant deux citoyens, et qui plus est, l'un de ces citoyens était l'époux de sa secrétaire, qui demandait de l'information sur cette histoire de Roswell, au départ, Stephen Schiff s'est mis en tête d'aller au fond de l'affaire. Et c'est ça qui a coûté, finalement, son entêtement a coûté des milliers de dollars aux contribuables. Parce que Stephen Schiff s'est d'abord adressé au département de la Défense. La Défense ont répondu que dans le cas de Roswell, il n'y avait aucun dossier Roswell dans le projet Blue Book, qui était la commission d'enquête sur les ovnis à l'époque. Ils ont dit, on n'a aucun dossier Roswell dans les archives de Blue Book. Il doit peut-être s'agir d'un projet militaire autre. Et il faudrait peut-être aller du côté des archives nationales. Mais Stephen Schiff, à partir de là, il s'est mis en tête d'aller au fond de cette histoire-là. Donc, quand on lui a dit d'aller aux archives nationales, il n'a pas fait ça. Il s'est adressé, il existe comme une espèce de police pour les congressmen. Là, je sais, je rentre peut-être un peu dans des détails techniques qui endorment les auditeurs, mais le détail technique, c'est qu'il existe une police pour les congressmen, les élus, qui s'appelait à l'époque le GAO, le General Accounting Office. Donc, Stephen Schiff s'est adressé à cette police-là en disant
disant, ben là, écoutez, moi, j'ai demandé de l'information au Pentagone, puis ils m'ont envoyé aux Archives nationales, ça me tente pas, alors je fais une demande directement au GAO. Donc, le GAO est allé voir le département de la Défense, puis les a obligés à rouvrir une enquête sur l'affaire de Roswell, et finalement, des mois plus tard, pour arriver à dire, ben, c'était un ballon, tu sais, puis ça venait de tenir là. Ça fait cher de salaire, hein, avec tous les c'est ça, investissements. mais tu sais, c'est un peu, puis moi, je sais pour avoir parlé avec des militaires, et notamment l'un des militaires qui avait été en charge de ce rapport-là, il était, si tu me passes l'expression, en tabarnak. Ben, j'espère. Et lui, là, quand c'est arrivé sur son bureau, il a dit, mais c'est quoi ça? Là, pendant des mois, là, je vais devoir enquêter sur cette niaiserie-là. Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Puis aujourd'hui, c'est un colonel de l'armée, un lieutenant-colonel de l'armée, le colonel Weaver. Je peux te dire qu'il n'y a pas une très très haute estime des ufologues et tout ça, tu sais, parce que ça a mobilisé des sous, ça a mobilisé de son personnel pour enquêter sur cette affaire-là. Puis dans le fond, pour lui, il est clair que c'était pour répondre à la paresse de 2 ufologues, parce que ces documents-là que eux ont retrouvés, c'était pas des documents qui étaient classés secrets. Donc, mais ça demandait une recherche intensive auprès de différents services d'archives, notamment des services d'archives au Maryland. Puis, les ufologues, ben, ils ont préféré rester chez eux à jouer au Nintendo, pendant que les militaires, eux, faisaient la recherche à leur place avec les deniers des contribuables. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Mais bref. Cette histoire-là ne meurt pas dans la mesure où, même si tout porte à croire que ce n'était que, comme tu l'as bien mentionné, une substitution d'informations pour protéger un progrès gouvernemental, ben on continue de dire non, on nous a menti, les militaires nous cachent des choses, puis il y a vraiment eu une soucoupe volante, puis il y a vraiment eu des extraterrestres, même si bien sûr tout ça ne repose sur strictement aucune preuve, il y a rien du tout là. Ça fait c'est le Roswell, ça fait 70 ans, ça fait 70 ans qu'on en parle, ça fait 70 ans qu'on n'a jamais rien vu, là, pas même un boulon, pas une vis, pas rien du tout. Puis la question à $1 million, c'est est-ce qu'on en parle encore parce qu'on en parle encore? On en parle encore parce que les ufologues ne veulent pas laisser mourir cette histoire-là. Tu sais, dans l'univers du paranormal, puis je sais que je vais me répéter, puis c'est pas mon âge qui fait ça, c'est les médias. Mais dans l'univers du paranormal, en même temps on le répète parce qu'on veut que le message passe. Mais c'est un peu comme du ketchup Heinz. Si je le disais qu'une fois, personne va acheter du ketchup Heinz. Mais si je le dis 1000 fois, t'as bien des chances que ton prochain ketchup va être du ketchup Heinz. Voilà. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que dans cet univers-là, on parle socialement, on dit voilà, il y a une mémoire collective qui s'installe, hein, la mémoire des événements d'une nation, d'une communauté. Mais c'est vrai aussi que dans l'univers du paranormal, je dirais qu'il y a un oubli collectif qui s'installe. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui, à un moment donné ou un autre, ont été expliquées. On s'est dit, tel truc, là, on sait comment ça s'est passé, il y a eu un aveu, cette photo-là est truquée, cette histoire-là est vraie ou pas vraie, mais peu importe, on connaît l'histoire, on connaît la solution. Et puis on dirait que dans cet univers-là, on reste imperméable, on attend. On attend 2, 3, 4, 10 ans. Puis on dirait qu'on se dit qu'à un moment donné, les gens auront oublié. Donc, je peux ressortir ma bonne vieille histoire d'OVNI, celle qui a été expliquée en 1972, mais dont personne ne se souvient. Je la ressors à nouveau, puis elle est bonne pour un autre tour de piste. Tu comprends? Puis là, jusqu'à temps que quelqu'un dise « Hey! » Là, elle peut tourner pendant 1 an ou 2, jusqu'à temps que quelqu'un dise « Hey! Cette histoire-là d'OVNI, là, elle avait été expliquée en 1972. » Et voilà, elle va retourner aux oubliettes pour quelques années, jusqu'à ce que quelqu'un la ressorte à nouveau pour un autre tour de piste. Faut les surveiller, hein? Ouais, donc c'est toujours un peu la même chose, c'est cet oubli collectif. Et l'affaire de Roswell, c'est un peu la même chose, hein. Fait 80 ans, on attend, à un moment donné, elle tombe dans l'oubli quelques années après, elle ressort pour un nouveau tour de piste. Puis là, il y a de nouvelles personnes viennent ajouter un peu leur grain de sel. Mais le grain de sel, évidemment, il n'y a jamais une preuve qui est à la clé, là. C'est toujours un témoignage de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. Fait que finalement, tu te dis, bon, on n'en sort pas de cette histoire-là.
Donc tout ça pour te dire, Roswell c'est ça, mais dans l'univers des amateurs d'OVNI, il y a plein d'autres histoires de crash d'OVNI. Celui de Roswell est sans aucun doute le plus connu. Il y en a quand même un, ils sont pas tous aussi vaseux. Il y en a un qui est assez intéressant, qui s'est produit au Canada en 1967. On est de mémoire, on est au début du mois d'octobre 1967. On est le 4 octobre 67, je crois. Et des gens qui se trouvent en Nouvelle-Écosse, sur la pointe sud de la Nouvelle-Écosse, un tout petit endroit, c'est un port de pêche qui s'appelle Shag Harbor. Et là, des gens vont voir des lumières qui sont au loin, qui se tiennent au-dessus des flots. Alors, au départ, ces lumières-là bougeaient, ils se sont immobilisés au-dessus de la baie. Donc, les gens voient ça, on va appeler la GRC, il y a des policiers de la GRC qui vont être sur place. Ils vont observer donc ces lumières qui semblent survoler en fait la baie de Shag Harbor. Et puis, à un moment donné, ces lumières-là, on a l'impression qu'elles tombent dans l'eau et elles vont disparaître. Et à ce moment-là, personne ne pense aux ovnis ou aux soucoupes volantes. C'est pas ça l'idée. On croit d'abord qu'il s'agit d'un petit avion qui est tombé à l'eau. Donc rapidement, les agents de la GRC vont contacter les gardes-côtes en disant, voilà, on a observé, eux-mêmes l'ont observé à la jumelle. On dit, voilà, on observait des lumières au loin avec une dizaine de citoyens de Shag Harbor et on a vu ces lumières-là tomber à l'eau. Donc il est probable qu'il s'agit d'un petit avion. Alors rapidement, les tours de contrôle locales et particulièrement celle d'Halifax vont confirmer qu'il n'y a pas d'avion manquant, on n'a pas rapporté d'accident d'avion. Okay. Les gardes-côtes vont se rendre sur place, ils ne vont rien trouver, ils vont être remplacés par des navires de l'armée canadienne qui vont rester sur place quelques jours à fouiller les profondeurs de l'eau en espérant retrouver des débris qu'ils ne retrouveront pas. Et le soir même, là, au moment où l'incident va se produire, alors que les gardes-côtes sont en route pour la baie de Shag Harbor pour essayer de voir s'il s'agit d'un petit avion qui se serait abîmé dans la baie, il y a des pêcheurs locaux, la GRC va mobiliser un navire des pêcheurs locaux pour se rendre sur place. Et lorsqu'ils vont arriver à l'endroit où ils croient que cet objet est tombé, ils vont simplement trouver une mousse à la surface de l'eau, un peu comme de la mousse qui ressemble à celle que tu as dans ton évier lorsque tu fais la vaisselle. C'est une mousse très légère. Oui. Et ils vont essayer de la ramasser avec une puise, mais elle s'évapore dès qu'on essaie de retirer le filet, elle s'évapore. Et elle est comme d'une couleur un peu couleur soufre, donc un jaune orangé. Et moi, quand j'ai parlé avec des pêcheurs, évidemment, c'est un événement qui date de 1967, et moi, lorsque j'étais sur place, on est au début des années 2000, donc tu comprends que c'était 40 ans plus tard. Les gens me racontaient à peu près la même histoire, sauf certains me disaient qu'il y avait une odeur associée à cette mousse, d'autres me disaient que ça sentait rien, mais de façon générale, les témoignages étaient assez communs, là. On s'entendait tous pour dire les lumières étaient tombées dans la baie, puis il y avait eu cette histoire de mousse, okay. Mais on n'a jamais rien trouvé, et cette histoire-là n'a jamais été officiellement expliquée, c'est-à-dire qu'il y a eu un rapport, les agents de la GRC ont fait un rapport au gouvernement, aux autorités fédérales, également le département de la Défense, le ministère de la Défense canadienne a envoyé parce qu'on avait mobilisé un de leurs navires, et les gardes-côtes également ont fait des rapports chacun de leur côté, et cette histoire-là n'a jamais été expliquée. Est-ce que c'est vraiment un ovni qui est tombé dans la baie de Shag Harbor, un avion, est-ce une simple illusion? Très difficile à dire, mais bon, bref, il y a beaucoup de témoignages et pour lesquels on n'a pas d'explication. Donc, cette histoire-là est classée dans les écrasements d'OVNI, parce que tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas de quoi il en retournait, l'objet reste un objet volant non identifié. Voilà. Mais bon, cette histoire-là, elle est intéressante parce qu'elle est supportée par toutes sortes d'éléments plus convaincants que bien d'autres histoires. Donc, on a eu l'histoire de Roswell, il y a eu l'histoire de Shag Harbor, et on a eu une autre Aztec, et au moment où on se parle, il y a toutes sortes de débats autour d'un autre écrasement d'OVNI qui serait survenu en 1945 au Nouveau-Mexique, là aussi. Bon, mais on est toujours à la recherche de preuves. Ce qui nous amène à notre histoire de ce soir, qui est peut-être la première histoire de crash d'OVNI à avoir été rapportée dans la littérature. Mais si tu le veux bien, on va se prendre une petite pause et ensuite je te parle de cette histoire de crash à Aurora. Bien sûr, vous écoutez Radio X-Files et on s'en va vraiment dans notre dossier principal d'ici 2-3 minutes. Restez là. Radio X-Files. Radio X. Ouellette, en direct. La Papotine, elle a trouvé ça comment, l'entrevue?
Vous avez même pas parlé de drague! Hey, d'ailleurs, ça fait un bout, là! Ben oui, je sais pas. Allô? On est encore là! J'étais dans le garde-robe. Oui, mon beau Nicolas, parle pas trop fort parce qu'on va t'en faire un troisième lien! Ouellette, en direct, lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Présenté par Oricom Internet. Centre des données, solutions courriel, connexion Internet résidentielle ou affaires. Pensez aux spécialistes ici, à Québec, Oricom Internet. Visitez oricom.ca. Tu es propriétaire de maison. Tu veux économiser jusqu'à 1 000 $ par mois sur les paiements de tes dettes. Ce message s'adresse à toi. Pour un prêt hypothécaire, des cartes de crédit à taux élevé ou des prêts personnels qui te coûtent beaucoup trop cher, GMOT Cabinet en courtage hypothécaire peut t'aider en consolidant tes dettes en un seul paiement, ce qui va te faire économiser jusqu'à 1 000 $ par mois. Contacte-nous pour que l'on puisse magasiner pour toi des taux hypothécaires très compétitifs et ce, partout au Québec. GMOT.ca 418-655-3686. Économie, sécurité, n'attendez plus. Les implants dentaires sont une solution permanente. Le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert en implants dentaires, utilise les technologies les plus avancées pour une intervention précise et rapide. Consultation sans frais, financement sur place. drstevebernier.com. Ce printemps, soyez bien équipés pour mieux travailler sur votre propriété avec les équipements et accessoires Kubota. Pour un temps limité, obtenez du financement allant jusqu'à 0%. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Chez Fruits d'Or, on cherche des gens en or. On a plusieurs postes à combler en production, en plus d'opportunités pour les professionnels. Normal quand on cultive ensemble la fierté d'être une entreprise innovante au leadership humain. Ici, c'est tout naturel de se soucier du bien-être de chaque employé. Tu veux évoluer avec nous dans un environnement accueillant, stimulant et dynamique, en relevant de nouveaux défis? Chez Fruits d'Or, on cherche des gens comme toi. Viens nous voir sur jeansenor.ca. Véritable sommité dans le monde du golf depuis 35 ans, Alain Mador est de retour chez Swing de Golf à Lévis. Débutez votre saison de golf du bon pied en lui confiant l'ajustement de vos nouveaux bâtons. Profitez-en pour faire vos achats pour la nouvelle saison. Bâtons, vêtements, gants, balles, toutes les grandes marques sont présentes et toujours au meilleur prix dans la région. Sans oublier nos forfaits pour les paniers de balles de pratique. Prenez rendez-vous avec Alain Mador chez Swing de Golf au 418-838-0030. Swing de Golf à Lévis, le long de l'autoroute 20 Est. Tu savais pas que Davy était maintenant intégré à la stratégie de construction navale du Canada? Eh oui! Depuis le 4 avril, ils ont conclu une entente pour construire des navires qui leur donnent de l'ouvrage pour au moins les 20 prochaines années. T'es soudeur-monteur, tuyauteur, peintre ou ajusteur mécanique, ils ont une job pour toi. Ils offrent des conditions de travail plus qu'intéressantes, dont un salaire de base entre 30 et 38 $ de l'heure, des primes, des assurances collectives, un régime de retraite. Tu rentres là, on te forme puis on te paye pour tes compétences. Contacte-les ou va sur la page Facebook de Davy Carrière, l'équipe t'attend. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. De retour dans l'émission Radio X-Files, ce soir, Christian, c'est l'écrasement d'Aurora. Si j'ai la bonne date, ça nous place au 17 avril et on recule très, très loin dans la machine à remonter le temps, 1897. Tout à fait exact. Donc, notre crash à Aurora, il faut savoir que 1896-1897, il va se produire au-dessus des États-Unis ce qu'on va appeler la vague des dirigeables fantômes, et principalement sur les États du Sud, dont notamment le Texas. Donc, des gens rapportent avoir observé dans le ciel des objets qui ressemblent à des ballons dirigeables. Ah, comme des gros ballons, OK. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, là, les gens diront, oh, mais c'était peut-être les premiers ovnis. Mais pourtant, la description des gens parle bien d'un dirigeable. Hein. À ce moment-là, il faut savoir que les dirigeables n'existent pas encore. Quand je dis n'existe pas encore, il y a quelques journaux qui en ont parlé. Il y a eu quelques essais modestes qui ont été faits, dont notamment à Paris. On a fait quelques essais avec une enveloppe et une espèce de barque en dessous avec un moteur à hélice, tout ça. Mais ce sont des tentatives très, très modestes. Et on est loin de ces grands dirigeables qui vont marquer le début du 20e siècle. On pense par exemple au R-101 ou Lindenburg qui a explosé là, au New Jersey en 1937, qui était un symbole même du nazisme à l'époque. Okay. Donc là on parle de très très grands dirigeables, mais on n'en était pas encore là. Hein. C'était vraiment le balbutiement de ces premiers essais. Donc
comment je pourrais dire, les journaux en avaient parlé, hein, on voyait l'avènement de ces dirigeables comme étant une industrie qui allait supplanter les grands transatlantiques, hein, parce que le seul moyen qu'on pouvait se rendre en Europe, là, on le comprend, à la fin du 19e siècle, c'était en utilisant des navires, des transatlantiques qui faisaient des allers-retours là, vers de l'Amérique vers l'Europe. Mais on se disait, voilà, l'avènement des dirigeables pourrait changer la donne. Et même si on en avait parlé, même si on avait publié dans certains journaux des dessins, un peu à quoi on imaginait que ressemblerait, ça restait encore de l'œuvre de la fiction. D'ailleurs, c'était tellement de l'œuvre de la fiction qu'à la même époque, par exemple, Jules Verne avait publié un roman qui s'appelait Robur le Conquérant. OK. Et dans Robur le Conquérant, Robur est une espèce de mégalomane qui veut conquérir le monde, et il a un dirigeable qui s'appelle l'Albatros, et il se déplace à travers le monde sur cette extraordinaire machine volante avec des hélices et tout le reste. Tu sais, c'est vraiment un bateau volant là, avec des hélices. Tu vois un peu le genre. Il était quand même assez avant-gardiste dans son écriture, hein, Jules Verne. Jules Verne, absolument. Donc, ça reste un roman, hein, Robur le Conquérant, c'est un roman, et je te dirais que l'Albatros de Robur ressemble un peu au sous-marin Nautilus du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Hein. Tu comprends? C'est le nec plus ultra, le Nautilus étant le nec plus ultra des sous-marins. Dans Robur le Conquérant, son vaisseau volant devient un peu le nec plus ultra des engins volants. T'sais. Donc, on en parle un peu dans les journaux, mais ça reste de l'œuvre de la fiction, et bien sûr, des romans comme Robur ont été lus par toute une génération de gens qui se sont un peu immergés dans cet univers-là. Et voilà qu'arrive cette vague de dirigeables au-dessus des États-Unis, 1896-1897, et les gens parlent bien de dirigeables. Hein? C'est pas, on pourrait dire, des vaisseaux spatiaux, puis ils utilisent un langage de leur époque. Non, les gens racontent, ils disent, voilà, on a vu un grand objet, il était relié à des câbles, on pouvait voir des hélices. Les gens avaient déjà vu des hélices. Là, tu sais, je veux dire, ils voyaient des bateaux, ils savaient à quoi ça ressemblait une hélice. Et les gens décrivent ça, ils disent, bon, il y avait des hélices, des cordes. Ils décrivent ça, même dans certains cas, il y a des histoires où un de ces grands dirigeables est passé au-dessus d'une maison et l'ancre du dirigeable s'est accroché dans le toit de la maison. En fait, c'est le clocher d'une église. Okay, tu vois, tu as des histoires un peu amusantes. Et bon, tout ça va alimenter une certaine presse. Il faut savoir, c'est très important de le mentionner parce que ça va être, c'est un peu le fondement même de notre histoire à Aurora. Il faut savoir qu'à cette époque, les journaux aiment multiplier les canulars. C'est vraiment la porte ouverte, c'est la foire aux canulars. Et qui plus est, les gens ne savent pas ça, mais à l'époque, dans les médias, les journaux, très souvent, les grands journaux n'avaient que des journalistes dans les grands centres urbains. Donc, si on parle, par exemple, de Aurora, bon, on peut imaginer qu'au Texas, il y avait des journalistes très certainement à Dallas, à Houston, mais on n'avait certainement pas des journalistes à Aurora. Mais on avait des commères sur les perrons d'église. Fait que ça faisait des bonnes nouvelles. C'est exactement ça. Donc, on s'en remettait localement à des gens et on invitait les gens donc à écrire. Donc là, les gens écrivaient toutes sortes de trucs. Hein. Ah ouais, il y a monsieur Urtibise qui a perdu 2 vaches. Non, et on écrivait à ça aux journaux, puis ça faisait des articles. On remplissait les journaux avec des articles. Et bien souvent, les journalistes qui reprenaient cette information-là, rajoutaient quelques éléments de leur cru. Donc, les canulars étaient très, très, très nombreux à cette époque-là. Quoi qu'on puisse en penser, là, on s'en remettait souvent de face pour les régions plus rurales, on s'en remettait à du courrier du lecteur et les lecteurs s'en donnaient à cœur joie pour tromper les journalistes. Puis en même temps, ça faisait un peu comme un petit velours, hein. Tu t'imagines dans ton petit bled, t'es un pecno, puis là, tu lis le journal, puis tu t'aperçois que la blague que t'as fait, on parle de toi. On parle de toi, puis elle a été avalée par les messieurs de la haute, hein, de la ville. Hein, les gens de la ville ont gobé ça. T'sais, donc, ça faisait un peu comme un petit velours. Et arrive notre histoire d'Aurora, qui, elle, a quand même un autre élément important dedans. Tu vas vite le comprendre. L'affaire apparaît donc la première fois où on en entend parler, c'est un article qui est publié dans le Dallas Morning News. Hein? Je te rappelle, Dallas Morning News. Ça veut dire que les journalistes de Dallas ont pas de journalistes à Aurora. Là. Donc, c'est le Dallas Morning News, le 19 avril 1897, qui publie un article qui est signé par un certain Hayden, H.S. Hayden. H.S. Hayden, qui est un villageois qui habite Aurora. Donc, il écrit un article qu'on publie.
Hein? Mais il faut savoir que le Hayden en question n'est pas un journaliste du Dallas Morning News. L'histoire qu'il raconte, il dit, ben voilà, il y a 2 jours, ce qui nous ramène au 17 avril 1897, il dit, voilà un objet qui ressemble à cette vague de dirigeables fantômes qu'on a vu. Il dit, voilà un de ces engins-là dont on a beaucoup parlé dans la presse ces dernières semaines, est arrivé, il a survolé la ville d'Aurora, il l'a survolé à très très basse altitude, et puis à un moment donné, sa machine, il était à peu près 6 heures du matin, et la machine volait tellement à faible altitude qu'elle a accroché le moulin avant du juge local, le juge Proctor, et au moment où elle a frappé le moulin avant en question, ben le moulin a été détruit, la machine a explosé, envoyant des débris sur des dizaines et des dizaines de mètres autour. Et là, on nous raconte, toujours dans l'article, qu'après la destruction de la machine, on a trouvé au milieu des décombres un individu qui était méconnaissable parce qu'il avait été défiguré, en partie brûlé. Et là, on nous raconte qu'un individu, une espèce d'agent du gouvernement, qui s'y connaît en astronomie, qui est aussi un agent des signaux et des postes, ben, apparemment, lui a identifié que cet individu-là, de par la façon dont il était habillé, quoi qu'on ne nous donne pas beaucoup de détails sur ses vêtements, on nous dit, de la façon dont il était habillé, il devait s'agir d'un étranger venu d'ailleurs. Et on nous raconte d'ailleurs, et on nous dit d'ailleurs que l'individu qui est mort, on nous dit, voilà, il avait en sa possession un calepin avec des notes, et ces notes étaient rédigées sous une forme de hiéroglyphe qui était incompréhensible. Et finalement, on a conclu que le personnage en question devait être un Martien. Il était originaire de Mars. On a donc fait l'individu en question a eu droit à des funérailles tout à fait catholiques et il a été enterré dans le cimetière local, dans une tombe qui avait été marquée par une grosse pierre. Et voilà, prenait fin ainsi l'histoire de ce crash d'Aurora. Et là, on nous dit que non seulement le moulin à vent du pauvre juge Proctor a été détruit, ça a même détruit son jardin. Quant aux débris de la machine, quant aux débris de la fameuse machine, ils ont été récupérés et on nous dit que ça ressemblait à un alliage d'argent et d'aluminium. C'était des matériaux qui étaient très exotiques à la fin du 19e siècle. On nous dit, on a récupéré ça et on a jeté ça dans un puits dans la cour de M. Proctor. Et merci, bonsoir. L'histoire se termine de cette manière-là. On parle souvent du mot enquête ensemble, donc on a jeté des preuves, là. Oh, on jette des preuves, puis on nous dit dans l'article, Hayden dit, il y a des gens qui ont récupéré de ces débris, puis les ont ramenés chez eux, puis le restant des autres débris ont été jetés comme ça dans le fameux puits en question. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, ben, ok, c'est une histoire. Hayden, c'est un individu qui habite la localité. En fait, il habite pas exactement à Aurora, il habite juste à côté d'Aurora. Mais Aurora étant un peu le chef-lieu dans cette région très désertique, l'idée, ce qu'on va découvrir après, c'est que le chemin de fer avait décidé de redessiner les plans pour la façon dont la voie ferrée allait traverser cette partie-là du Texas. Et finalement, on avait opté pour un plan qui faisait que le chemin de fer allait passer plus loin d'Aurora. Et à partir de là, la ville était littéralement condamnée. Les gens allaient utiliser le train, et si le train ne passait pas par Aurora, ben c'était littéralement la fin de la ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu vas à Aurora, je pense qu'il y a 15 maisons. Là, je veux dire, c'est très limité. C'est devenu comme un village fantôme. Quasiment. Et d'ailleurs, à l'entrée du cimetière d'Aurora, il y a un panneau qui a été mis par l'État du Texas, ce qu'on appelle des panneaux historiques, qui racontent l'histoire que je viens de te raconter, mais on nous mentionne bien que c'est une légende. Et la légende, elle avait été créée par justement Hayden, et l'idée était d'essayer d'attirer du tourisme. On espérait que l'histoire de cette machine qui avait frappé le moulin à vent du juge Proctor allait attirer un certain tourisme
et remettre un peu Aurora sur la map, alors que le village avait été littéralement rayé de la carte par l'administration des chemins de fer. Et c'est assez amusant parce que cette histoire-là, elle continue de circuler. Il y a même, croyons ou non, dans les années 60, il y a des groupes, je pense notamment au groupement MUFON aux États-Unis, qui ont mené une enquête là-dessus. Puis là, ils ont trouvé avec des détecteurs de métaux, ils ont trouvé des métaux qui ont envoyé pour faire analyser, mais les alliages de ces métaux-là étaient des métaux qui dataient d'au-delà, d'après 1967 par les alliages. Ben, tu sais, si tu te dis, t'es en 1972, tu t'en vas à Aurora, tu trouves un bouchon en métal qui est fait avec un métal d'au-delà de 1967. La logique, c'est de dire que quelqu'un entre 1967 et 1972 a ouvert sa bouteille de Mountain Dew puis le bouchon est tombé à terre. Ouais. Mais eux autres, écoute, ils ont fait un grand rapport, puis ils ont fait analyser le bouchon, puis là, ça doit être un bouchon d'origine extraterrestre, parce que ça n'existait pas en 1897, ces alliages-là. Mais rien te prouve que le bouchon que tu as ramassé date de 1897, tu comprends-tu? Ils l'ont trouvé sur un terrain en passant un détecteur de métal, tu sais. Et ce qui plus est, les gens qui restent à Aurora aujourd'hui, tous ces gens-là, unanimement, se rappellent tous de cette histoire-là comme étant un canular. Hein. C'est une histoire qui s'est racontée de génération en génération. Là. Les gens qui vivent aujourd'hui, évidemment, ils n'étaient pas là en 1897, mais c'était leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Et dans le village, depuis des générations, on raconte cette histoire-là de Martiens, c'est ce qui aurait détruit le moulin à vent du monsieur Proctor. Mais bon, évidemment, ça n'a jamais existé. C'est une blague. Et c'est étonnant de voir que cette histoire-là continue un peu comme je l'ai mentionné, même si on sait aujourd'hui que cette histoire-là est fausse. Puis d'ailleurs, la ville l'affiche bien, hein, c'est une légende, c'est pour vrai. Ça s'inscrit à l'époque dans cette foulée des canulars qu'on faisait dans la presse. Et une des motivations d'Hayden, c'était d'attirer éventuellement des gens vers Aurora parce que le chemin de fer l'avait déserté. Mais malgré ça, l'histoire continue de rebondir dans le milieu des ovnis. On continue de parler à Aurora. Et là, des gens arrivent avec des nouvelles histoires, comme s'ils voulaient redorer le blason de cette histoire-là, en disant « Ah oui, mais on a appris tel ou tel truc, et un témoin qui raconte que son grand-père aurait vraiment vu le martien. » Et là, tout d'un coup, on essaie de donner des lettres de noblesse à cette histoire-là, à la faire rebondir pour lui donner une certaine crédibilité. Alors que c'est non, là, je veux dire, c'est un canular qui a été fait dans les journaux de l'époque et avec une motivation essentiellement pécuniaire pour attirer des gens à Aurora pour une histoire de chemin de fer qui ne devait pas passer par là. D'ailleurs, le juge Proctor n'a jamais eu de moulin à vent. Donc, OK. Bon, on rectifie les faits. Il avait peut-être un jardin, mais pas de moulin à vent. Il avait peut-être un jardin, mais il n'y avait pas de moulin à vent. Donc, la machine n'a pas pu frapper le moulin à vent du juge Proctor. Et tu comprends que, encore une fois, pourquoi est-ce que la machine volante a accroché le moulin du juge Proctor? Parce que dans le journal, c'était ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Si on avait accroché le moulin à vent de Joe Blow, qui était l'agriculteur local que personne ne connaît, ça paraît un peu douteux. Mais écoute, on a accroché le moulin à vent du juge Proctor. Donc, ça vient ajouter un élément de notoriété. C'est le moulin à vent du juge de la place qui a été écrasé ou détruit par la mystérieuse machine volante. Donc, on joue sur ces éléments-là pour essayer de mettre de la crédibilité à cette histoire-là. Mais ce n'est rien de plus qu'un canular, comme il y en avait des centaines et des centaines à cette époque. Hein, on pourrait nommer des histoires. Bon, je me rappelle une histoire où on avait capturé un Bigfoot qui s'était assommé sur le bord d'une voie ferrée. Et bon, il a glissé sur la roche, puis il s'est assommé à la tête sur la voie ferrée. Ils l'ont pris, ils l'ont mis d'une cage, puis évidemment, il s'est échappé. Donc, c'est des canulars qu'on racontait. Les journalistes adoraient faire ce genre de trucs-là. Et quand je dis journalistes, en fait, c'est que les journalistes récupéraient une information qui avait été envoyée par des gens dans des communautés plus rurales, puis on exagérait la nouvelle, ou bien les gens eux-mêmes inventaient des nouvelles de toutes pièces.
D'ailleurs, la semaine passée, on a parlé de l'histoire du fameux démon, le Jersey Devil, hein, oui. le diable du Jersey. Ben, il faut savoir que le diable du Jersey aussi a fait l'objet de plein de reportages qui ont été envoyés là, à la fin du 19e siècle dans les journaux de l'époque par des gens qui vivaient dans des communautés rurales et il y avait une espèce de surenchère du mensonge. Qui va raconter l'histoire la plus invraisemblable que les journalistes des grands centres vont avaler comme étant une vérité. Là. Donc, les grands journaux d'Atlantic City et autres qui vont avaler l'histoire en disant « Oh, parfait, cette histoire-là était un canular. » Donc, l'histoire d'Aurora, elle s'inscrit là-dedans. C'est une fraude. Et il faut savoir que dans le domaine des ovnis, les fraudes de ce type-là, elles ont été très, très nombreuses. Là. Dès les années 40, à partir du moment où le phénomène des soucoupes volantes est apparu, ben évidemment, tous les gens dans des régions rurales écrivaient à des journaux en disant, bon, ben une soucoupe volante est tombée ici, une soucoupe volante est passée par là, et les journaux ne faisaient que reprendre l'information. Je m'étonne, compte tenu qu'il n'y a absolument aucune preuve que cette histoire-là ne se soit jamais produite, et non seulement on n'a pas de preuves, mais on a des preuves de l'inverse. Même l'État du Texas reconnaît que c'est une légende locale, de voir que cette histoire-là continue de défrayer la manchette dans un certain milieu ufologique et qu'on essaie encore aujourd'hui de lui donner des lettres de crédibilité, ce qu'elle n'a pas et ce qu'elle ne mérite pas non plus. En quelle année on a officiellement considéré que c'était une fraude et que ça ne... Est-ce qu'il y a un moment, un marqueur dans le temps où on a dit non, voilà, on a une preuve que c'était n'importe quoi? Il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit ah non, finalement, mon grand-père, il me l'a dit que c'était n'importe quoi. Ouais, en fait, ce que tu dis là est assez amusant parce que l'histoire d'Aurora, elle va susciter un intérêt à l'époque, hein, lorsque l'histoire apparaît dans la presse. À ce moment-là, donc, on est en 1897, on va en parler. Et puis ensuite, elle tombe dans l'oubli. Et on va en reparler à nouveau qu'en 1966. Donc, pendant pratiquement 70 ans, on parle pas de cette histoire-là. Et puis, dans les années 60, des amateurs d'ovnis vont déterrer cette histoire-là. Ils vont retrouver des vieilles clips, des vieux articles de journaux qui racontent cette histoire-là. Et parce qu'évidemment, l'information après l'article original d'Aidon l'histoire a été reprise par d'autres. Et là, finalement, des ufologues vont commencer à s'intéresser à cette histoire-là, vont se rendre à Aurora. Mais lorsqu'ils arrivent à Aurora, les gens ne se rappellent pas de cette histoire-là, ou ceux qui s'en rappellent la racontent comme étant une blague, une légende. Mais pourtant, ces gens-là, dans des périodiques, c'est pas les médias sociaux, mais on voit que le mécanisme a toujours été là. Aujourd'hui, les médias sociaux permettent plus aisément de colporter ces fausses nouvelles. À l'époque, les gens qui s'intéressaient aux ovnis, ils lisaient des articles, ils lisaient des magazines spécialisés, donc on racontait ces histoires-là, ces canulars-là, et on avait besoin d'alimenter cette presse-là. Donc on a, dans les années 60, en 1966 en particulier, il y a quelques sonnets de la casserole qui sont allés à Aurora, ils ont ramassé l'histoire, ils ont écrit des articles là-dessus, avec toujours « ici c'était », un peu comme nos ancêtres les extraterrestres. Ouais, on nous donne la réponse avant de nous poser la question. Et si c'était une machine extraterrestre fabriquée avec des boulons, tu comprends-tu? Donc, tu as déjà la réponse dans la question. Et à partir de ce moment-là, l'histoire réapparaît et puis elle va perdurer pendant un certain temps pour redisparaître à nouveau. Et puis, il faut attendre ensuite, on est à la fin des années 70, 1979, entre 79-80, l'histoire réapparaît. D'autres amateurs d'ovnis, notamment ce groupement dont je t'ai parlé, de MUFON, vont s'intéresser à cette histoire-là. Ils vont envoyer des enquêteurs locaux. Et même si des gens, je me rappelle dans un des articles, par exemple, il y a une dame qui dit, une dame âgée de 86 ans, qui, elle dit à ce moment-là, elle dit, écoutez, là, moi je me rappelle quand j'étais là, mes parents, là, j'étais toute petite quand ça s'est produit, puis mes parents étaient là, puis cette histoire-là a été entièrement inventée, c'était une histoire à cause de la voie ferrée, mais malgré que des témoins viennent ajouter le poids de leur confirmation, parce qu'il y a encore des gens vivants qui étaient là, ou les enfants des parents qui étaient vivants, mais néanmoins, malgré ça, les articles début des années 80 vont relancer à nouveau cette histoire-là d'Aurora. Il y a même des amateurs d'ovnis
qui vont demander à la ville d'Aurora un acte d'exhumation parce qu'ils veulent creuser le cimetière pour enlever le corps. Ben j'aurais fait ça aussi, puis j'osais pas le dire. Tu sais, je me suis dit, on peut piller une tombe, mais c'est un peu mal vu. Ouais, et c'est amusant parce que à ce moment-là, quand l'article sort, hein, quand il y a eu cette deuxième vague d'intérêt pour l'affaire d'Aurora, là, on est fin des années 70, début des années 80, à ce moment-là, dans le cimetière d'Aurora, on avait fait une pierre tombale pour le Martien. Hein, comme c'était une bonne blague, puis tout ça, la ville, évidemment, avait pris ça un peu avec un grain de sel. Donc, on avait la pancarte au début du cimetière qui dit, bon, cette histoire-là est une légende, mais on avait quand même mis une pierre dans le milieu du cimetière pour dire, ça, c'est la tombe du Martien. Ben, la pierre tombale a été volée. Donc aujourd'hui, la ville a voulu la refaire, puis finalement on les a découragés de le faire. Donc aujourd'hui, si vous allez dans le cimetière d'Aurora, il y a d'abord cette enseigne au début, en l'entrée du cimetière, qui rappelle que ce n'est qu'une légende, il n'y a rien de vrai là-dedans. Et quand vous rentrez dans le cimetière, là on s'est assuré de pas voler la tombe du Martien, parce qu'on a mis un gros rocher, là c'est comme une grosse pierre ronde, il n'y a aucune inscription, mais les villageois vous diront que le Martien il est enterré sous la roche. Donc ça, c'est l'histoire que l'on raconte. Mais évidemment, tout ça est une légende locale. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais bon, on aime bien ça, ces histoires-là. Mais bon, si vous tombez sur un article qui vous parle du crash d'Aurora, rappelez-vous, c'est un canular inventé dans les journaux, comme il y en avait énormément à la fin du 19e siècle. Et c'est fou parce que ça a réussi à traverser le temps. Comme tu dis, 1897, après ça, c'est mort. 1966, après ça, c'est mort. 1980, après ça, c'est mort. On a fait un film pour raviver encore la nouvelle, alors qu'aujourd'hui, on est sûr à 100% que il n'y en a pas eu d'extraterrestres. Non, c'est ça, il n'y en a jamais eu. Et là, on peut être certain qu'à un moment donné, quelqu'un va nous dire, j'ai vu un document dans une bibliothèque dont j'ai perdu l'original, qui disait que l'histoire était vraie, et on va ressortir l'histoire et on va être bon pour un autre tour de piste. Mon grand-père l'a mis sur son testament que c'était vrai. Oui, c'est ça. Donc, le faux journal de Hitler, le faux journal de Jack l'Éventreur, ben là, on aura le faux journal d'un héritier d'Aurora, hein, qui rappelle que lui, il a bel et bien vu le Martien. C'est drôle parce que, tu sais, on s'imagine, quand l'histoire on raconte cette histoire-là à l'époque, hein, on nous dit pas que le Martien avait un iPad ou un téléphone portable. Hein. On l'a fouillé, puis il y avait un calepin. Puis dans le calepin, il y avait écrit des notes qui étaient écrites comme des hiéroglyphes. Donc on voit, on est dans un contexte très culturel de cette époque-là. Et comme je le mentionnais, il y a eu cette vague de dirigeables. Dans les journaux, on en parlait. Il y avait des livres comme Robur le Conquérant de Verne qui parlait aussi de ces histoires de dirigeables. C'était la mode du temps. C'est une belle histoire, mais c'est un canular pareil. Ben merci Christian de nous avoir fait découvrir cette histoire-là. Si vous voulez en apprendre plus, est-ce que c'est une adaptation à 100% le film ou on l'a romancé? Il y a absolument rien de vrai. Là. Le film est la seule chose que de vrai dans le film. C'est l'écrasement. Non, c'est même pas ça. L'OVNI s'écrase même pas dans Aurora. C'est rien que le mot Aurora qui est vrai. Oh boy, OK. Donc, il faut se limiter à ça. On a utilisé le mot Aurora. Et comme je te disais, hein, le film apparaît à peu près dans la même mouture qu'est sorti le film E.T. Donc, il y avait un engouement pour ces histoires mettant en vedette des extraterrestres, des enfants. Donc, Aurora était une légende qui circulait. Donc, on a décidé de choisir ça comme Spielberg a choisi Rencontre du troisième type. Il avait choisi le mont le Devil's Tower dans le Wyoming. Mais si vous allez au Devil's Tower dans le Wyoming, vous allez voir qu'il n'y a pas de base d'extraterrestres à côté. Là. Ça n'existe pas. Mais donc, on a utilisé une référence géographique parce qu'il y avait une histoire d'OVNI associée à, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Oh, fait que ça peut rester dans les archives sans qu'on y retouche. Dans le fond, c'est ça. C'était pas un très bon film. De toi à moi, c'était pas un très bon film. Tu fais bien de rester avec E.T. C'était quand même plus chouette, E.T. Oui, j'ai choisi mon camp. Mais merci, Christian. On a commencé la semaine ensemble, de retour demain. Demain, on parle de quoi? De donner un petit avant-goût du sujet? On parle d'une possession diabolique. Yes, super, j'adore. Fait que je te souhaite une excellente fin de soirée et aux auditeurs également. Ça marche. Ciao. Bye bye. Radio X-Files. Radio X. Moreau en jazz.
on s'est fait avoir avec ce troisième lien-là fantôme. Fait qu'avant de parler de 3, on pourrait peut-être plus parler de 2 et 3/4. Le vieux pont, il fait sec anti-pêcher. Le pont Pierre-Laporte a besoin de beaucoup d'amour et que on roule sur un bateau et 3/4 et demi. Parce que soit qu'il en falle un ou on nous emprunte un. Moreau en jazz. Lundi au vendredi, 10h. Radio X. Présenté par Planet X. Vous méritez des soirées signées Planet X. Amour, plaisir, fantaisie, découverte. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X. 6 boutiques pour vous servir. Monplanetx.com. Chérie, j'arrive de la pharmacie. Energex d'Adrien Gagnon ont des nouveautés en plus d'avoir changé de look. Il y a Energex Boost pour de l'énergie rapide, Endurance pour une énergie longue durée, Récup pour la récupération et Focus pour une clarté mentale pendant 8 heures. Imagine toutes les choses qu'on va pouvoir faire. Ah, j'ai hâte d'essayer ça. On commence avec quoi? Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi. Faites des jaloux avec Total Scellant, leader en entretien d'asphalte depuis 2013. Redonnez vie à votre entrée grâce à notre technique de scellant au bitume qui offre éclat et durabilité au meilleur rapport qualité-prix du marché. Total Scellant, de vrais professionnels à votre service. TotalScellant.com. Goûtez au plaisir et à la fierté de conduire un camion lourd en devenant camionneuse ou camionneur. Un métier qui vous permet de voir du pays tout en vous procurant un sentiment de liberté au volant de votre camion. Passez à l'action avec le Centre de formation en transport de Charlesbourg qui vous offre le DEP en transport par camion. Une formation complète et gratuite en 4 mois et demi. Prochain départ de cours les 4 juillet, 8 et 21 août. Réservez votre place. cftc.qc.ca. cftc.qc.ca. Une nouvelle carrière vous attend. Chez Easy Financière, nous croyons aux possibilités de lendemain. Lorsque les banques ne sont pas une option, nous sommes là pour vous aider à obtenir en quelques minutes un prêt pour des dépenses imprévues ou pour la consolidation des dettes et votre argent le jour même. Prêt personnel, prêt sur valeur domiciliaire et prêt auto, choisissez celui qui vous convient et commencez à rétablir votre crédit. De plus, du 24 avril au 6 mai, votre dernier versement sur prêt est gratuit. Faites une demande dès aujourd'hui sans affecter votre code de crédit à easyfinancière.com. Des conditions s'appliquent. Salut, c'est Carbo. Tu magasines des pneus? Tu veux le meilleur prix? Chez nous, on a toutes les marques et tu vas payer moins cher parce qu'ici, tu financeras pas la bâtisse. Carbo Auto électrique, c'est la place pour vos pneus. 2671 de la Faune, autocarbo.com. Le Guide Resto Midi vous présente cette semaine le Bâton Rouge. Ce midi, prenez une pause avec les restaurants Bâton Rouge des Galeries de la Capitale et de Place Sainte-Foy. La même qualité de service que pour les repas du soir et surtout, la même qualité de nourriture. Un choix de 8 plats en formule midi avec soupe et café. Que vous soyez plus poisson, burger ou grillade, vous serez reçus comme des rois dans une ambiance chaleureuse. La pause Bâton Rouge, un dîner qui vous fera décrocher. Le Bâton Rouge. 2 adresses, Galerie de la Capitale et Place Sainte-Foy. Bâtonrouge.ca. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau violonneux. Merging with simulator. Le Spacecast. Preserve, protect and defend. Devant les anges et devant les hommes. Avec GF, Rich Blais et Camille. Et le principe, c'est d'essayer de ressentir une boule d'énergie entre nos mains. Je pense pas, mais on est prêt à le faire si c'est nécessaire. Mon violonneux. À Mama Oulé, les amis. Ah, Mama Oulé, à vous. La nuit est tombée sur Québec et votre Spacecast est là. Les numéros pour nous rejoindre, 88 670 9098 1877 440 2464 si vous êtes à l'extérieur de la grande région de Québec. Ben oui, sur le texto. Ah, Maman Oulé,
Tout le monde à 8 heures qui se met à nous texter à Mama Oulé en majuscule. Belle preuve d'équilibre mental. Oui, papa. Oui, papa. Hey, by the way, si vous voulez rire ben comme faut, là, puis d'ailleurs, je salue l'auditeur. Là, c'est à la volée, malheureusement, j'ai pas ton prénom. Mais je t'en remercie. Si vous allez sur Google, vous tapez AMAMAOULE.com, donc amamaoul.com. Vous faites Enter. Boum! Il y a quelqu'un qui a acheté le nom de domaine, puis c'est à moi. C'est le visage. Wow! Ma grosse face en HD. Fait que gros merci à mamaoul.com. C'est malade. Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas comment avoir accès à ton propre à nom mon de domaine. propre compte, mon nom de domaine. Mais un gros merci quand même à l'auditeur qui est crinqué, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs, puis on vous a croisé les crinqués vendredi passé à Bastonville. Je veux ouvrir avec ça, Camille, toute une expérience qu'on a vécue ensemble. Man, j'ai trippé, là. Et ça a apparu. Puis honnêtement, j'étais incertain, j'avais peur que tu t'emmerdes épouvantable. C'est quoi? J'avais l'impression d'aller jouer au Airsoft avec mon grand frère, là. Lui, là, j'avais l'impression, je te le dis, là, j'avais l'impression que c'était pétrole pour la référence à Rince Crème. Oui! Genre, hey, c'est quoi? J'ai des gants pour toi. Puis là, après ça, j'ai une paire de lunettes aussi, si tu veux, là, pour toi, là. Puis là, après ça, c'était, hey, j'ai tout amené. Il avait tout amené en double pour être sûr que je manque de rien. Le seul jeune double qui m'a habillé. Oui. J'avais une C'était tellement chaud comme moment. C'est ça, j'avais une chienne militaire et des pantalons militaires avec, en plus, il a pris à peine de me faire le bas de culotte, de me le rentrer dans mes bottes, mais le masque était quelque chose, là, oui! C'était vraiment, ça a été fourni parce qu'on avait tous des full face de paintball. C'est ça.